Bonjour et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui j'ai une montre qui marche, donc on n'arrête pas le progrès. Comme vous vous en souvenez, en poursuivant notre enquête sur la façon dont la centralité chinoise a appréhendé ses autres, c'est-à-dire ceux qu'elle considère comme étant en dehors de la portée du centre civilisateur, nous avons vu que les choses sont moins simples et les dichotomies moins tranchées qu'il n'y paraît ou qu'on ne l'a dit. Pour les Confucéens, je vous le rappelle, la différence entre humain et animal ne tient qu'à un fil ténu, qui est le fait de savoir préserver ou pas un comportement ritualisé, lequel consiste à nourrir une énergie vitale, un qi, donc une énergie bonne et harmonieuse, par opposition au fait de laisser libre cours au débordement d'une énergie violente et destructrice. Pour les maoïstes, qui, nous l'avons vu, sont les premiers critiques du ritualisme confucéen, dans son aspect excessivement élaboré, compassé et surtout dispendieux, tout est une question de point de vue, dans une perspective que nous qualifierions de relativisme culturel. À savoir que les différences entre nous civilisés et les autres sauvages sont de simples différences, au fond, d'habitudes, d'us et de coutumes, et le jugement moral que nous portons sur les mœurs de ces peuples à l'est de Yue, au sud de Zhou ou à l'ouest de Qin, qui mangent leurs enfants ou brûlent leurs morts. Donc toutes ces coutumes ne tiennent, le jugement moral que nous portons sur ces coutumes ne tient qu'à notre point de vue, conditionné par des mœurs différentes, tout simplement. Alors, ce qui n'a pas manqué de nous renvoyer à notre Montaigne nationale. Ça fait plaisir de relire Montaigne de temps en temps. Et Montaigne dit à peu près la même chose à propos donc de ces Indiens du Brésil, ces Tupinamba, à qui l'on attribue des mœurs cannibales. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup frappé les esprits. Et ces Indiens que Montaigne aurait rencontrés lors de la visite du roi de France tout jeune, Charles IX, à Rouen, donc en 1562, c'est-à-dire donc 12 ans après la scène que vous voyez ici et qui concerne donc le roi Henri II, entrant en triomphe donc dans la ville de Rouen. Et Rouen lui fait la fête en exhibant donc ces Indiens tout nus, ces sauvages tout nus que vous voyez donc sur la représentation ici. Donc, alors, la concomitance de la découverte du Nouveau Monde et de ces sauvages et d'autre part des guerres de religion en Europe et en France tout particulièrement. Donc cette concomitance a inspiré à Montaigne les réflexions qu'il livre dans le chapitre des cannibales de ses essais dont nous avons lu certaines parties la dernière fois. Alors,
cette concomitance, nous la voyons dans les illustrations de l'époque. Vous avez ici une scène, si j'ose dire, de barbecue de chair humaine, que nous devons donc à un certain André Tevet, qui a vécu entre 1502 et 1590, donc un moine qui a débarqué donc au Brésil et qui a décrit par le menu donc les coutumes des Indiens Tupis, donc dans son livre Les singularités de la France antarctique. C'est comme ça qu'il désignait donc le Brésil. Et vous avez de façon concomitante ce fameux tableau dû à François Dubois, donc un protestant réfugié à Genève, à peu près contemporain aussi, qui a vécu de 1529 à 1784, ce tableau qui représente donc le massacre de la Saint-Barthélemy dans une nuit d'août 1572. C'est un tableau que vous voyez au musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Donc vous voyez que là, en fait, Montaigne avait quelques raisons de dire que finalement, je préfère des gens qui mangent de la chair humaine morte plutôt que vivante. Donc ici, vous avez ce parallèle qui est assez frappant. Alors, donc, au moment même où ces Indiens sont exhibés en spectacle pour le divertissement du roi de France, et où en même temps font rage donc les guerres de religion en France, se tient en Espagne la fameuse controverse de Valladolid, donc, sur laquelle nous terminions la dernière fois. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de revoir ce film qui a été fait à partir de cette controverse. Donc, je rappelle les circonstances de cette controverse. Nous sommes donc en Espagne, dans l'Espagne du XVIe siècle. Christophe Colomb, comme vous le savez, vient de découvrir ce qu'il appelle les Amériques en 1492, et immédiatement après, donc, les Espagnols et les Portugais donc, commencent à coloniser donc, le Nouveau Monde. Donc, vous avez cette affiche sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Donc, ici, vous avez une représentation de l'arrivée de Christophe Colomb sur Hispaniola, c'est-à-dire donc l'actuel Haïti Saint-Domingue, le 6 décembre 1492. Il est reçu par les Indiens Arawak. Vous avez ici une version colorisée donc, de cette même scène. Vous voyez donc les bateaux de Christophe Colomb à l'arrière-plan. La première chose qu'on fait, c'est donc de planter une croix sur la nouvelle terre, et vous avez donc ces Européens donc, armés de pied en cap face à donc des indigènes tout nus qui viennent avec des cadeaux. Alors, vous avez certains témoins justement de ce processus de colonisation dans la personne de certains missionnaires, comme le missionnaire dominicain Diego Durán, donc missionnaire dominicain espagnol, à peu près contemporain de Montaigne, puisqu'il a vécu entre 1537 et 1588. Je rappelle que Montaigne est né en 1733 et qu'il est mort en 1592. Et Diego Durán, donc, qui s'est rendu au Nouveau Monde, en a fait un récit dans son Historia de las Indias de Nueva España, c'est-à-dire donc
l'histoire des Indes de la Nouvelle-Espagne, qu'il a terminé en 1579. Et ici, vous avez une scène qui représente, encore une fois, ce face-à-face, cet affrontement, où on voit donc évidemment un écart, une inégalité technologique, avec d'un côté donc les Espagnols donc armés de lances et d'arquebuses, et de l'autre côté donc des Indiens qui portent uniquement des pics et des flèches. Alors, je rappelle, là aussi pour moi c'est l'occasion de rappeler le souvenir d'un ami proche qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Tsvetan Todorov, qui s'est intéressé donc à cette question, la question de l'autre, sous la forme justement d'une enquête sur la conquête de l'Amérique. Donc c'est le titre qu'il a donné à un livre paru aux éditions du Seuil en 1982, où là vous avez en couverture également justement une scène qui rappelle justement ce face-à-face entre les Européens et les Aztèques en l'occurrence. Et Tsvetan Todorov a également consacré un autre livre sur la même question, mais du point de vue français, intitulé très fameusement donc Nous et les autres, et le sous-titre est La réflexion française sur la diversité humaine, où évidemment une belle part est faite à Montaigne. Alors je signale au passage qu'en couverture de ce livre paru également aux éditions du Seuil en 1989, vous avez un dessin d'un des fils de Tsvetan, dont Todorov, Boris, donc tout petit à l'époque, et qui a illustré la couverture donc, du livre de son père. Alors, je rappelle que ce processus de colonisation a impliqué donc, de gros dégâts donc, dans la population indigène, donc, qui a été décimée par les maladies apportées par les colons, la variole, la rougeole, les maladies vénériennes, etc., et qui, par-dessus le marché, s'est fait largement massacrer et déposséder donc, de leur espace et enrôlés de force, c'est-à-dire réduits pratiquement en esclavage, dans ce qu'on appelait les encomiendas, donc les propriétés donc des colons. Alors, il faut quand même signaler que l'Église a réagi quand même assez pratique. Des papes s'en sont mêlés et les souverains européens s'en sont même émus. Même Isabelle la catholique, la très catholique reine d'Espagne, s'est émue donc de ces pratiques, et à son tour, donc l'empereur Charles Quint a essayé de promulguer des lois justement pour contrôler et essayer de protéger contrôler le comportement des colons et protéger les Indiens, mais ce sont des lois qui sont restées largement lettre morte. Et c'est donc dans ce contexte que Charles Quint et certains papes, donc le pape Paul III et suivi de Jules III, ont décidé d'organiser donc une controverse à Valladolid qui a duré presque une année, donc entre l'été 1550 et le printemps 1551. En présence d'une quinzaine de théologiens. Et donc la grande question était de savoir, au fond, qui sont ces Indiens. Alors maintenant, nous avons pris l'habitude de les appeler les Amérindiens, pour ne pas les confondre avec les Indiens de l'Inde, dont il sera beaucoup question cette année dans notre recherche.
Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelait les indios, donc ces Indiens? Il faut les considérer comme des êtres inférieurs, ou bien est-ce que force est de constater que ce sont des hommes comme nous, c'est-à-dire comme nous les Européens? Alors, à cette controverse, le pape envoie un légat, donc le cardinal Roncheri, qui est joué donc dans ce film qui a été en fait adapté d'un roman de Jean-Claude Carrière paru en 1992. Donc le cardinal est joué par Jean Carmet et vous avez donc face à face un certain Las Casas, donc un dominicain, un ancien évêque au Mexique, et c'est lui donc qui se fait le défenseur, l'avocat des Indiens. Las Casas a notamment rédigé donc ce qu'il a intitulé la très brève relation de la destruction des Indes. Et dans le film, Las Casas est joué par Jean-Pierre Mariel. Et en face, vous avez donc un jésuite du nom de Sepúlveda, grand théologien et traducteur donc notamment d'Aristote, un détail important pour le débat. Et dans le film, le rôle est tenu par Jean-Louis Trintignant. Donc là, vous avez un trio vraiment de très grands acteurs français donc, qui sert ce film tout à fait remarquable. Alors, bien sûr, l'enjeu de cette controverse est bien connu puisque la colonisation du Nouveau Monde rapporte énormément. On y découvre des mines d'or, des mines d'argent. Et en Europe même, il y a bien sûr des enjeux géopolitiques puisque Charles Quint est aux prises avec les Maures, ce qu'on appelle les Maures en Espagne, avec donc Soliman le Magnifique donc à l'est et au nord avec les puissances que sont les royaumes de France et d'Angleterre. Par conséquent, donc pour lui, l'expansion vers l'Amérique à l'ouest et vers l'Afrique au sud est quelque chose de tout à fait crucial. Alors, concernant justement la façon de considérer ces Indiens, vous avez donc plusieurs. Le débat se situe à plusieurs niveaux. Alors, vous avez bien sûr, dans le contexte de l'Espagne de l'époque, d'abord le niveau théologique, c'est-à-dire est-ce que donc ces indios sont à considérer ou non comme des fils de Dieu. Alors, s'ils sont fils de Dieu, ça veut dire qu'ils sont nos prochains, nos semblables, nos prochains, et que nous devons les traiter comme tout autre frère. Ou alors, si nous décidons que ce ne sont pas des fils de Dieu, à ce moment-là, nous pouvons en faire absolument ce que nous voulons. Sur le plan, disons, plus philosophique, et c'est là qu'Aristote donc entre en ligne de compte, et c'est là un des grands arguments de Sepúlveda, justement, est-ce qu'il faut considérer que ce sont éventuellement des êtres à peu près humains comme nous, mais d'une humanité inférieure, c'est-à-dire ce que Aristote a appelé des esclaves de nature. Alors évidemment, ça c'est un argument que Las Casas récuse absolument. Ou alors, si nous adoptons un point de vue plus anthropologique, est-ce qu'il faut considérer que ce sont des animaux, des bêtes, des sortes de singes, ou alors est-ce que ce sont certes des sauvages, mais des bons sauvages, parce que en fait ça c'était l'opinion entretenue par Christophe Colomb tout au début donc de son exploration du Nouveau Monde. Ou alors est-ce qu'il faut vraiment considérer que ce sont des barbares absolus, parce qu'il y a quelque chose qui a vraiment beaucoup marqué les esprits,
c'est leur rituel de sacrifice humain. Donc vous voyez ici une illustration due à un autre missionnaire franciscain, celui-là, nommé Bernardino de Sahagún, dont Tsvetan Todorov parle également dans son livre. Et là, vous avez donc une image de ce sacrifice humain. Vous avez un pauvre individu donc, qui est tenu par les bras et les jambes, et en fait, on lui ouvre donc la poitrine pour en extraire le cœur, parce qu'en fait, ce qui est véritablement de valeur, c'est le cœur encore battant. Hein. Donc là, et tout ça sans anesthésie, évidemment. Donc ça a vraiment beaucoup frappé les esprits, parce que c'est une scène qu'on retrouve dans beaucoup d'ouvrages de cette époque. Hein. Donc, au fond, ces Indiens, comment est-ce qu'il faut les considérer? Alors, je vous passe le détail de la controverse. Le film vous en donne un petit peu la substance, même s'il raccourcit bien sûr le temps de la controverse. Mais toujours est-il que cette controverse se conclut en reconnaissant finalement le caractère humain de ces Amérindiens, hein, mais pour que, alors là c'est évidemment le petit arrangement qu'il faut bien trouver, pour que l'utilisation des esclaves puisse continuer, hein, du coup en fait on se rabat sur les Africains. Et c'est là évidemment que le malheur justement de l'Afrique commence, hein, parce que les Africains, là, on ne va pas organiser une controverse à leur propos, on va décider une fois pour toutes, hein, que ce ne sont pas des humains. Par conséquent, on peut les traiter comme des bêtes de somme, puisque la bonne raison, hein, pure et simple, c'est qu'ils sont noirs comme le diable et comme les êtres de l'enfer. Et comme disait donc Alain Mabankou dans la très belle conférence qu'il a faite ici au Collège de France, ça a été le départ justement du drame de l'homme noir, hein, d'être assimilé donc par sa couleur noire donc au diable et à l'enfer. Alors maintenant, si nous revenons à nos sauvages vus par la centralité chinoise et à ce passage que nous lisions l'année dernière, il est intéressant d'observer la façon dont la métaphore de la bête sauvage, dont nous parlions la dernière fois, hein, cette fameuse expression « ruo qin shou », hein, c'est-à-dire il se comporte comme des bêtes sauvages et des oiseaux, hein, des oiseaux et des bêtes sauvages. C'est très intéressant de voir comment cette métaphore devient un poncif de la rhétorique belliqueuse, va-t-en-guerre. Les Américains diraient la littérature hawkish, hein, c'est-à-dire des aigles, hein, par opposition aux doves, c'est-à-dire aux colombes pacifistes. Hein. Donc la rhétorique va-t-en-guerre qui justifie la politique de conquête et d'expansion menée par les Han, et notamment donc par l'empereur Han Wudi, donc sous les Han antérieurs. Donc vous avez ici un passage du chapitre consacré aux Xiongnu, hein, donc ces nomades du nord et de l'ouest de l'espace chinois de l'époque, un chapitre qui figure dans le Han Shu, c'est-à-dire donc les annales des Han antérieurs. Et nous avons vu donc dans ce passage un morceau de bravoure qui aligne absolument tous les poncifs rhétoriques et tous les lieux communs concernant donc ces Yidi, hein, c'est-à-dire ces gens non civilisés. Et ce serait intéressant de comparer justement avec le passage du chapitre sur les institutions royales, le Wangzhi du Li Ji, donc du traité des rites, que nous lisions précédemment, parce qu'on retrouve mot à mot les mêmes expressions. Alors, je ne relis pas dans le détail ce passage, mais j'en rappelle donc la traduction.
Alors, lorsque les anciens rois arpentèrent la terre, donc là il est fait allusion justement à l'empereur le grand Yu le Grand, Yu Gong, les anciens rois arpentaient la terre, ils placèrent au centre, donc vous avez ici ce fameux mot zhong, ici le centre, le domaine royal, délimitèrent 9 provinces, donc ici ce sont les Jiuzhou, donc délimitées par Yu le Grand. Ils aménagèrent 5 zones d'allégeance, les Wufu, dont j'ai beaucoup parlé, ces zones un petit peu concentriques, fixèrent le tribut de chaque terre. Donc c'est là qu'on voit justement quel est au fond l'objectif de cet aménagement du territoire. C'est au fond de taxer les populations. Bon, un problème que nous connaissons bien aussi ici en France. On y pense évidemment chaque fois avec douleur en admirant sa déclaration de revenus. Mais là, vous voyez en fait ce que font les Chinois dans leur espace. Et instaurèrent ainsi la distinction entre intérieur, né, et extérieur, ici. Ouais, né. Donc cette distinction, on va le voir justement, c'est une distinction qui a sa portée fiscale, si j'ose dire. Alors tantôt, ces anciens rois imposaient gouvernement et châtiment, tantôt ils décrétaient vertu et raffinement, car ceux qui sont loin, c'est-à-dire sous-entendu les sauvages, et ceux qui sont proches, sous-entendu les civilisés, nous autres, n'ont pas les mêmes propensions. Alors en clair, ça veut dire les sauvages ont besoin d'être gouvernés par les châtiments, il y a que ça qui marche sur eux, alors que nous, civilisés, nous gouvernons par l'exemple de la vertu royale. Alors voilà pourquoi les annales des printemps et automnes, donc le Trenqiu, un classique attribué enfin en tout cas associé à la figure de Confucius, puisqu'il s'agit d'annales du pays de l'eau, c'est-à-dire du pays natal de Confucius. Voilà pourquoi les annales des printemps et automnes traitent les xia, c'est-à-dire donc les pays centraux, comme étant à l'intérieur, et les yidi, c'est-à-dire les sauvages, comme à l'extérieur. Bon. Alors maintenant commence une description, donc avec tous ces poncifs concernant donc les yidi, ces sauvages, qui sont cupides, qui n'aiment que le profit, comme si évidemment ce n'était pas le propre de tout être humain. Bon, ils portent les cheveux dénoués, ça on l'a déjà assez souligné, et croisent leur tunique à gauche. Alors vous avez un fameux passage des Entretiens de Confucius où Confucius dit, à propos d'un certain Quan Zhong, donc s'il n'y avait pas eu Quan Zhong, nous porterions notre tunique croisée à gauche, c'est-à-dire nous serions devenus des barbares. Et après, vous avez cette expression importante pour nous, zhen mian shou xin, c'est-à-dire donc ils ont des visages d'hommes, mais des cœurs de bêtes sauvages. Alors au fond, vous retrouvez ici un petit peu la même problématique dans la controverse de Valladolid, parce que en fait dans le film, on fait même figurer justement des échantillons de ces indios, donc on les palpe, on les touche, on s'aperçoit qu'ils ont quand même enfin des traits humains, et justement, détail tout à fait amusant, on constate qu'ils sont imberbes. Alors, contrairement aux Européens qui, eux, sont poilus, alors je ne comprends pas bien, en fait, est-ce que le fait d'être poilu veut dire qu'on est plus civilisé que des gens qui n'ont pas de poils. Enfin bon, ça c'est un petit détail. Donc, ces yidis ont des visages d'hommes mais des cœurs de bêtes sauvages. Alors, il est très intéressant de noter que cette expression, qui devait faire fortune dans la littérature va-t-en-guerre, la littérature hawkish, donc, ne figure nulle part dans le récit parallèle du Shiji. Le Shiji qui sont les annales historiques de Sima Qian, et sur lesquels
se calquent donc les annales des Han. Alors là, vous avez une différence assez notoire qui vous montre que le Shiji de Sima Qian en fait présente les Xiongnu sous un jour beaucoup plus favorable. Alors le texte du Han Shu continue. Il porte des insignes et des vêtements différents de ceux des pays centraux. Donc ici, vous avez donc les Zhongguo ici, les pays centraux. Ils ont des us et coutumes différents. Ils ne boivent ni ne mangent les mêmes choses. Et là aussi, détail important pour nous, Yen et Potron, c'est-à-dire donc leur langue, leur parler ne communique pas, ne peuvent pas communiquer avec donc celle des pays centraux. D'où la nécessité justement de recourir à des médiateurs, des interprètes. Ils s'en vont au loin, habiter les contrées sauvages aux confins du nord, froides et humides. Ils suivent leur bétail à travers les espaces herbus et chassent pour vivre. Donc ça, c'est vraiment le mode de vie nomade. Ils sont séparés, sous-entendu, des pays centraux par montagnes et vallées et par l'écran de sable du désert. C'est ainsi que le ciel et la terre délimitent l'extérieur et l'intérieur. Autrement dit, on nous présente cette différence toujours entre Wai et Ne, entre extérieur et intérieur, comme une différence naturelle qui est sanctionnée par le ciel et la terre. Et voilà pourquoi les anciens rois traitaient ces gens-là, ces Yidi, comme des oiseaux et des bêtes sauvages. Vous avez cette phrase, donc, Shi gu, Shen Wang, Qin Shou Xu Zhi, c'est-à-dire, donc, vous avez ce verbe Xu qui veut dire donc élever du bétail. Donc, en fait, les anciens rois donc, considéraient donc ces gens-là comme des bêtes sauvages et des oiseaux en les traitant comme du bétail. Et les anciens rois ne s'engageaient avec ces Yidi sur aucun traité ni aucun serment et ne lançaient contre eux aucune expédition punitive. Autrement dit, il n'y avait pas de contact. Parce qu'en effet, si vous faites un traité avec eux, ils dilapident les présents et vous dupent. Si vous les attaquez, ils épuisent vos troupes et appellent au brigandage. En effet, leurs terres ne sont pas cultivables pour les nourrir, c'est pour ça qu'ils doivent recourir au brigandage, et leurs gens ne sont pas traitables comme des sujets. Autrement dit, on ne peut pas les taxer, comme les paysans sédentaires des pays centraux. C'est pourquoi on les considère comme à l'extérieur et non à l'intérieur, comme étrangers et non comme membres de la famille. Le gouvernement et l'éducation, par l'exemple propre aux pays centraux, ne les atteignent pas. Le calendrier ne s'applique pas à eux. Et s'ils viennent chez nous, il faut donc les frapper et les repousser. Et quand ils s'en vont, il faut se tenir prêt et se prémunir contre eux. D'où la construction justement de ces murailles de protection. Mais, alors, et c'est là que vous avez quelque chose de franchement intéressant, donc au bas du texte, qi mu yi er gong xian, c'est-à-dire donc s'il leur arrive d'aspirer à notre sens du juste, c'est-à-dire d'adhérer à notre sens de la morale et de nous soumettre le tribut, donc là vous avez un intéressant mélange alors justement du sens moral et de la politique fiscale, parce qu'au fond, tout ce qui est vraiment intéressant, c'est pas qu'ils reconnaissent notre sens moral, c'est qu'en fait, en reconnaissant notre sens moral, ils reconnaissent notre définition du tribut et de la taxation. Alors, dans ce cas-là, on peut les accepter selon nos rites
et notre esprit donc de concession, li rang, donc justement cette manifestation par excellence de la civilisation chinoise. Et dans ce cas-là, il ne faut pas couper donc les rênes et les laisser s'occuper donc des menus détails. Telle est la voie constante des anciens rois pour contrôler et repousser les man et les yi, donc c'est-à-dire donc les man, les sauvages du sud, et les yi, donc les sauvages de l'est. Alors, paradoxalement, cette tirade du Han Shu nous fait entrevoir une motivation à la fois politique et économique dans cet acharnement que tous ces textes mettent à tirer un trait de démarcation entre pays centraux d'un côté et Yidi, donc non civilisés, c'est-à-dire entre civilisés et sauvages, entre sédentaires cultivateurs et nomades cavaliers et chasseurs. Mais il y a aussi, donc, c'est une distinction qui recouvre celle qu'il y a entre ceux de l'intérieur, nés, qui payent les impôts, et ceux de l'extérieur qui sont censés donc payer le tribut, donc en signe d'allégeance. Mais alors tout le problème, c'est évidemment de les convaincre de payer le tribut. Alors, évidemment, ce que ce magnifique exercice de rhétorique anti-barbare ne dit pas, c'est qu'en réalité, ces Xiongnu, auxquels le Han Shu consacre un chapitre entier tout de même, donc ces nomades vivant au nord du monde chinois, étaient d'une puissance telle qu'ils étaient précisément capables d'inquiéter et d'attaquer les Han au point de devenir une menace permanente. Alors, si vous considérez cette carte, qui n'est pas forcément d'une très grande exactitude, ni géographique ni historique, mais toujours est-il qu'elle vous donne une idée de ce qu'était donc l'extension et la puissance de cette confédération Xiongnu ici, donc qui correspond en gros en fait à la Mongolie, dans toute aussi bien extérieure qu'intérieure, donc actuelle, et comparée à laquelle donc la Chine Han est quand même relativement réduite. Et donc nous avions vu que les Han se sont fendus donc de missions diplomatiques, eux qui sont tellement centripètes et centralisés, donc ont envoyé un général appelé Zhang Tian donc vers l'ouest au 1er siècle avant l'ère chrétienne, donc pour essayer, donc Zhang Tian était un émissaire de l'empereur Wu dont je viens de parler, dont le règne de 141 jusqu'à sa mort en 87 avant l'ère chrétienne a été l'un des plus longs et des plus marquants des Han antérieurs. Donc l'empereur Wu, malgré justement sa politique de conquête et d'expansion, malgré la puissance Han à l'un de ses apogées, donc a dû envoyer donc Zhang Tian par 2 fois vers l'ouest pour essayer de chercher des alliés contre les Xiongnu. Et Zhang Tian a dû pousser très très loin vers l'ouest, comme vous pouvez le voir justement sur cette carte qui reproduit donc ces 2 expéditions, donc la première ici et la deuxième, et chaque fois donc ces expéditions ont duré plusieurs années, il a été retenu prisonnier, etc., etc. Donc vous voyez ici une illustration, un peu une image d'Épinal que vous voyez figurer sur les peintures murales de Dunhuang, donc dans le Gansu actuel, où vous voyez, bon, évidemment, l'image est assez effacée, mais vous voyez le Zhang Tian prenant congé donc de l'empereur Han Wudi. Et vous voyez ici sur cette carte
quelle est la mesure justement de ces missions diplomatiques. Vous voyez donc ces Xiongnu donc, qui exercent une pression permanente donc, sur l'espace chinois. Ici, vous avez l'espace chinois pris après la chute des Han. Vous voyez cette partition déjà en 3 parties. Hein, et les Xiongnu qui continuent à faire pression. Et donc là, en fait, cette espèce de recherche d'alliés stratégiques hein, pour l'espace chinois vers l'ouest. Et ça, c'est un point important pour nous, puisque c'est cette recherche d'alliés très loin vers l'ouest qui va justement mettre le monde chinois au contact avec le monde indien au-delà donc de la barrière de l'Himalaya, hein, puisque donc ici vous avez ces missions qui vont chercher les alliés par là, et donc là on va bientôt avoir justement des récits concernant l'Inde. Alors ici je voudrais juste pour équilibrer un petit peu le récit faire référence à un article très intéressant de mon éminent collègue sinologue allemand de Munich, Hans van Hess, que j'ai eu le plaisir d'inviter ici au Collège de France pour une conférence il y a quelques années. Donc cet article est intitulé donc, The Ethos of the Envoy and His Treatment by the Enemy in Han History. Donc c'est donc l'éthos de l'émissaire et son traitement par l'ennemi dans l'histoire des Han. C'est un article qui est paru dans le périodique Crossroads, qui veut dire Carrefour, numéro 5, daté de l'année 2012. Et donc Hans van Hess s'est fondé sur sa profonde connaissance du Shiji, c'est-à-dire des annales historiques de Sima Qian, et du Hanshu, donc des annales des Han antérieurs, pour étudier la réalité des relations entretenues par les souverains de la dynastie des Han antérieurs avec leurs voisins des marges, et notamment les Xiongnu. Et ça donne quelque chose d'assez divertissant, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'on est assez loin de la rhétorique hargneuse et belliqueuse du morceau de bravoure que nous venons de lire dans le Hanshu. En outre, ce qui est aussi assez croustillant, c'est que les péripéties et les petits arrangements que nous constatons dans ces relations entre les Han et leurs marges rappellent en tout point ce que nous observons à l'heure actuelle. Vous savez que la Chine est très active sur le plan diplomatique et économique et géopolitique dans son nouveau projet dont je parlais il y a quelques semaines de nouvelle route de la soie, le fameux projet OBOR, One Belt, One Road. Donc d'une certaine manière, c'est très amusant de voir que, au fond, la politique chinoise remonte même à l'époque Han, c'est-à-dire il y a à peu près 2000 ans. Alors, on voit en effet qu'en réalité, la diplomatie Han est faite en grande partie de petits calculs stratégiques qui fluctuent et qui sont constamment repensés et réadaptés en fonction du rapport de force. Alors, je rappelle que le but principal est d'obtenir donc la soumission de la part de ces royaumes de la périphérie. Alors, la soumission, c'est de les persuader de venir à la cour des Han, faire des visites régulières. Alors, on appelle ça le Ruchao, c'est-à-dire entrer à la cour. Ce qui est une manière d'inclure ces gens des marges dans le cercle intérieur des princes feudataires qui étaient, eux, tenus de venir à la cour une fois par an. Donc, symboliquement, faire venir ces Yidi, ces sauvages, à la cour des Han, c'était au fond leur dire, comme ça, on pourra vous traiter
à l'égal donc des princes feudataires, comme si ça leur faisait une belle jambe. Hein. Bon. Mais en revanche, si le rapport de force n'est pas extrêmement favorable, il s'agit d'obtenir au moins de ces royaumes périphériques un signe symbolique d'allégeance. Donc, on imagine ces envoyés Han dire bon, bah, écoutez, oui, enfin, si vous ne voulez pas vous déplacer jusqu'à la cour des Han, ben, au moins acceptez, par exemple, ce sceau. Si vous l'acceptez, ça veut dire que vous faites allégeance symboliquement donc au Han. Alors, ici, vous avez un sceau de bronze donc, qui porte une inscription qui date donc des Han postérieurs, autrement dit, en fait, qui est contemporain de la rédaction de ces annales des Han antérieurs, qui a été retrouvé donc, dans la province actuelle du Qinghai, donc assez à l'ouest hein, de la Chine actuelle, hein, et qui est conservé donc, au Musée national de Pékin. Et alors, ce sceau hein, porte l'inscription donc Han Xiongnu Guiyi Qin Han Zhang, qui veut dire donc c'est un sceau qui est destiné au chef Xiongnu, qui donc alors Guiyi, donc vous avez la transcription en chinois moderne ici. Guiyi, ça veut dire littéralement faire retour vers le sens du juste. Et ça vous rappelle tout à fait donc le mouilli de tout à l'heure, c'est-à-dire donc si ces sauvages acceptent d'aspirer à notre sens du juste, c'est-à-dire d'adhérer à notre sens moral, nous pouvons donc les considérer comme des êtres civilisés. Donc ici, cette inscription rappelle justement cette expression. Donc c'est au chef Xiongnu qui accepte de revenir vers le sens du juste, et Qin Han, c'est-à-dire de considérer les Han comme famille, hein, comme dans une relation de parenté. Et ça fait allusion justement à cette politique menée par les Han, dont nous avons eu l'occasion de parler, donc du Heqin. Ici, vous avez un embout de tuiles qui rappelle celui-ci que je vous ai montré déjà plusieurs fois. Donc, cet embout de tuiles qui porte lui aussi une inscription, c'est-à-dire donc Chanyu Heqin, c'est-à-dire Chanyu, c'est le titre du chef Xiongnu, hein, Heqin, c'est-à-dire donc qui recherche l'harmonie en créant des liens de parenté, sous-entendu donc avec les Han. Alors cette politique de Heqin, c'est en fait une politique d'alliance par mariage que les Han ont mis au point, notamment avec les Xiongnu, parce que ces Xiongnu, hein, qui étaient assez puissants pour demander, exiger des Han d'être traités d'égal à égal avec eux, hein, ils insistent beaucoup sur ce qu'ils appellent le xiangdang, c'est-à-dire donc le traitement réciproque. Donc le moyen qu'on a inventé justement pour les amadouer, hein, c'est de leur envoyer des princesses chinoises de la cour. Hein. Alors, ce sont en tout cas, en fait, ces femmes sont présentées, ces femmes du harem, donc du harem impérial, sont présentées comme des princesses, mais en fait, on soupçonne que ce sont des princesses un peu de seconde zone, enfin, ou celles dont on voulait bien se débarrasser en quelque sorte. Hein. Alors ces princesses sont échangées contre des chevaux du Fergana, hein, ces fameux Tianma, hein, c'est-à-dire donc ces chevaux célestes que les Han ont découverts justement dans le Grand Ouest de la Chine, donc au Fergana, hein, qui est, enfin, ces chevaux
d'une race supérieure à ceux que les Han connaissaient, hein, donc beaucoup plus grand, plus fort, et par conséquent d'un plus grand prix à la guerre. Hein. Donc Han Wudi en particulier était prêt à n'importe quoi, enfin je veux dire pour obtenir ces chevaux. Hein. Donc les princesses c'était pas grand chose, mais il a fait partir également aussi des convois qu'on nous décrit vraiment comme quelque chose de tout à fait impressionnant, des convois qui comprenaient 300 officiers, 600 pièces de bétail, de l'or, des rouleaux de soie, etc. Hein. Donc on était prêt vraiment en fait à dépenser énormément pour obtenir ces chevaux. Et alors, un exemple de cette exigence de la part des Xiongnu d'être traités sur un pied d'égalité avec les Han se trouve donc dans ce texte que cite Hans van Hesse et que vous avez ici dans la version du Shiji, qui consacre lui aussi donc les annales historiques de Sima Qian, qui consacre également un chapitre entier aux Xiongnu. Alors, Han Shi, Wang Wu Deng, Kui Xiongnu. Donc, les Han envoient, donc le souverain Han envoie en émissaire un certain Wang Wu, ainsi que d'autres, pour Kui Xiongnu, c'est-à-dire donc observer ou espionner les Xiongnu. Alors, autrement dit, il les envoie en éclaireur. Alors, Xiongnu Fa, Han Shi, Fei Qu Jie, Er Yi Mo Qin Qi Mian Zhe, Bu De Ru Qionglu. Donc, selon la loi des Xiongnu, c'est-à-dire la règle établie par les Xiongnu, tout émissaire des Han qui refuse d'enlever ses insignes, par exemple ses insignes de général ou et de se tatouer le visage d'encre noire, n'obtenait pas l'autorisation d'entrer dans la yourte donc, du chef Xiongnu. Alors, Wang Wu, Bei Di Ren, Xi Hu Su, Qu Qi Jie, Qin Mian, De Ru Qionglu. Donc, ce Wang Wu, cet émissaire des Han, était donc Bei Di Ren, c'est-à-dire un homme littéralement des terres du Nord, autrement dit pas loin de ces zones nomades, et de fait il était familier des Hu-Su, c'est-à-dire donc des coutumes Hu, c'est-à-dire des coutumes barbares. Alors donc pas de problème, il enlève ses insignes, se tatoue le visage d'encre noire, et donc obtient dûment l'autorisation d'entrer dans la yourte du chef Xiongnu. Alors, Chan Yu Ai Zhi, Xiang Xu Gan Yan, Wei Qianqi Taizi, Ru Han, Wei Zhi, Yi Qiu He Qin. Donc, du coup, donc le Chan Yu, c'est-à-dire ce chef Xiongnu, apprécie cela grandement, ou en tout cas il se prend d'affection pour cet émissaire des Han qui accepte de se plier donc à la coutume des Xiongnu, et donc à tel point que il promet par des paroles très, très aimables d'envoyer son propre prince héritier à la cour des Han comme zhi, c'est-à-dire comme otage. Alors ce mot zhi, qui est le mot consacré pour cette pratique d'envoyer quelqu'un dans une cour étrangère comme otage, c'est-à-dire comme signe d'allégeance, c'est un mot intéressant parce que ça veut dire, en fait, zhi, c'est un mot assez générique qui veut dire
qui désigne quelque chose de substantiel. Autrement dit, quand on envoie quelqu'un en otage, ça veut dire qu'on est sérieux, quoi. Et comme otage et comme rechin, c'est-à-dire comme signe justement de sa volonté de Chiao rechin, donc de demander la paix par alliance matrimoniale, ou en tout cas en demandant la paix, en envoyant justement son propre prince héritier pour établir un lien de parenté donc, avec les Han. Donc ici, ce passage vous montre qu'un officier Han peut être amené donc, à se tatouer le visage à la mode Xiongnu dans l'intérêt de la raison d'État. Et ce mot qing, qui est utilisé donc pour justement ce tatouage à l'encre, c'est aussi un mot intéressant parce que ça désignait justement la marque infamante à l'encre qui était l'un des 5 châtiments pénaux de l'Antiquité, donc le plus léger parce que les 4 autres consistaient à couper quelque chose, c'est-à-dire ça pouvait être couper le nez, couper les pieds, la castration et finalement la décapitation. Donc la marque à l'encre était le châtiment, c'était un châtiment infamant, mais au moins on restait entier, quoi. Mais tout de même, en fait, le fait de justement que quelqu'un accepte de se barbouiller le visage d'encre, vous diriez bon, c'est pas cher payé pour obtenir une alliance, mais enfin, dans le contexte chinois, ça vous dit quand même quelque chose. Et alors là, nous devons nous rappeler justement cette phrase du Han Shu qui disait « Si vous faites un traité avec ces sauvages, ils dilapident les présents et vous dupent. » Il semblerait en réalité que ce sont les Han qui ont été les premiers à chercher à duper les Xiongnu, notamment justement en retenant en otage leurs émissaires. C'est-à-dire, en fait, vous nous envoyez un otage justement comme signe de bonne volonté, mais il y a des otages qui n'ont pas été rendus. Donc là, les Xiongnu leur ont rendu l'appareil, ce qui était, si j'ose dire, de bonne guerre. Alors, maintenant, oui, alors je crois que oui, nous en sommes revenus donc au point où nous en étions l'année dernière. Et je voudrais continuer donc la semaine prochaine, si le Bouddha dont je vais parler me prête vie, donc, de la façon dont justement les territoires au-delà de ces marges de l'espace chinois ont été considérés d'un autre œil que justement ces marges immédiates. C'est-à-dire que vous avez les autres, il y a nous et les autres, mais il y a les autres encore plus autres qui en fait bénéficient d'un regard plus favorable. Et c'est ça qui va nous mettre justement sur la piste de la façon dont les Chinois ont considéré donc ce qu'ils ont découvert dans ce que nous appelons maintenant le monde indien, au point de considérer, et ça vaut son pesant d'or, littéralement, donc au point de considérer que le monde indien était préférable au monde chinois. Ils en sont arrivés à cet extrême-là. Bien, donc ça va faire l'objet de la suite de notre investigation. Donc merci d'être venu par cette météo peu favorable et à la semaine prochaine.